Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi de revenir à l'usine à tramway et répondre à une attente que m'avait exprimée il y a déjà quelques années Christine Julia. Hein, il y a quelques années, elle avait commencé à monter ce projet d'exposition autour de la photo. Et en discutant, parce que j'amène des étudiants de géographie chaque année de master, je lui dis, moi je peux te faire quelque chose quelque chose d'un peu particulier, qui est mal connu, les photochromes. Elle me dit, ok, ça marche. Et puis le temps faisant, l'exposition a fini par aboutir. Donc c'est un plaisir pour moi de revenir, faire une conférence ici, comme j'en ai déjà eu fait d'ailleurs dans ces mêmes lieux, sur les espaces verts. Passons. Alors, pour débuter, je voudrais citer Hélène Sol-Sorbet. Elle aimait beaucoup, juste elle, parler du peintre Paul Delaroche qui disait, qui avait une expression, il disait, voilà, Delaroche, la photographie est née, la peinture est morte. Et en effet, la divulgation du daguerréotype en 1838 a constitué alors un réel traumatisme pour de nombreux peintres. Et si quelques années plus tard, Eugène Delacroix salue son usage du daguerréotype, qui aurait permis à de nombreux artistes, je cite, de redresser les erreurs de l'œil, le daguerréotype n'en demeurait pas moins limité en ce qui concerne la représentation du paysage par son absence de couleur. Je cite, les objets colorés ne sont point reproduits avec leur couleur propre, et les divers rayons lumineux n'agissant pas de la même manière sur le réactif de M. Daguerre, l'harmonie des ombres et des clairs dans les objets colorés est nécessairement un peu altérée. C'est là un point d'arrêt tracé par la nature. Et là, c'est une citation de Napoléon-Marie Moignot. Et pour cela, pour avoir un progrès dans l'expression en couleur du paysage, il a bien sûr fallu attendre l'invention en 1803 du procédé autochrome par les frères Auguste et Louis Lumière, pour voir se réaliser enfin ce que beaucoup avaient jugé jusque-là utopique, à savoir une représentation en couleur du paysage. Avec le procédé des frères Lumière, les couleurs étaient désormais générées dès la prise de vue grâce à une émulsion photographique à base de fécule de pommes de terre et non des couleurs qui auraient été rajoutées manuellement à la main par la suite. Alors, il faut bien faire la différence entre un autochrome et un photochrome. Un photochrome correspond à une épreuve lithographique en couleur et éditée en série, obtenue à partir d'un négatif photographique en noir et blanc. Et ce procédé combinait alors l'exactitude des négatifs photographiques avec l'apport des couleurs par impression lithographique. Alors ces couleurs étaient rajoutées à la main et pouvaient mobiliser de 4 à 14 couleurs différentes. Alors là, c'est un procédé qui a été inventé par le français Léon Vidal, c'est une invention française, et les premières productions de Léon Vidal ont été dévoilées à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1878, et alors ces photochromes firent une grande impression auprès des visiteurs de l'exposition universelle. Alors là, on va vite comprendre l'intérêt. Vous avez la photo, alors c'est à New York, une photo d'un périmètre de New York, et vous avez en parallèle le traitement par photochromie de cette même photo en noir et blanc avec un rajout des photographies. Ici, autre exemple, la station de Wergenalp, dans le canton de Berne. Donc là, vous avez l'original de la photographie en noir et blanc, un tirage un peu plus sépia, d'accord, mais c'est toujours pas de la couleur. Et là, vous avez le traitement photochrome de cette même photographie originale en noir et blanc. Et donc, le succès des photochromes, ça va être justement leur traitement des monuments, le traitement des scènes pittoresques de la vie courante dans les pays exotiques. Le paysage aussi va constituer la troisième grande entrée traitée par les photochromes. Et en cela, les photochromes permirent de répondre, je cite, à l'esprit vagabond des bourgeois des années 1900. Et par la suite, il faut quand même le dire, l'autochrome, donc la photographie
en couleur des frères Lumière va entraîner le déclin, mais express, très rapide, du processus de photochrome et des entreprises qui en avaient fait la promotion et qui vendaient ce genre de reproduction. Alors, on a un inventaire, on sait exactement, à peu près, il y a 30 000 photochromes qui sont inventoriés. C'est rien par rapport aux millions, millions, que dis-je, et même plus de photographies, que ce soit en noir et blanc, que ce soit en couleur, différents procédés. 30 000. Donc, 30 000 dans le monde? Oui, en tout et pour tout, inventoriés. 30 000 types, à partir desquels ensuite on a fait des tirages. Donc il y a 30 000 sujets qui ont été traités sous une forme photochrome avant d'être ensuite développés et vendus. Alors, ma communication, elle va tourner autour de deux questions principales. Pour faire des photochromes, il faut des photographies en noir et blanc. Donc, qui sont les auteurs de ces photographies en noir et blanc, par la suite colorisées, et quelles ont été les raisons alors du succès, certes éphémère, de la photochromie. Et les sources mobilisées, ce sont des sources mobilisées en ligne, notamment les fonds extrêmement riches de la Library of Congress, donc la BNF américaine en quelque sorte, Gallica, et puis des fonds personnels de l'auteur, de moi-même, à savoir que lorsque j'étais étudiant à Toulouse il y a 35 ans ou plus, j'allais au puce à Saint-Cerner, autour de Saint-Cerner, là acheter des livres, acheter des revues, etc. Et j'étais tombé sur un lot, un lot de photochromes édités, j'en reparlerai vers le final. Donc j'avais trouvé ça sympathique à l'époque, c'était pas cher, j'avais acheté ça et stocké, je les ai stockés pendant 35 ans avant d'avoir l'occasion de m'y replonger pour répondre à une commande d'une conférence en Espagne. Donc, au départ, on va tâtonner pour essayer de faire la photocopie couleur. Donc au départ, vous avez plusieurs procédés qui vont chercher à rendre les couleurs au paysage en quelque sorte. Tel le premier procédé que je vous ai indiqué, la chromolithographie, qui a été perfectionnée dans les années 1820-1830 par le français Godefroy Engelmann et par l'anglais Charles-Joseph Huhn-Mandel. Alors, la chromolithographie constituait alors une branche de la lithographie en couleur, reposant sur la technique de l'impression en noir. À l'aide de deux ou plusieurs pierres, elle permettait des travaux, je cite, dans le genre de l'aquarelle et de la peinture à huile. En chromolithographie, chaque passage sous la presse ne pouvait produire qu'une seule couleur. Mais dans cette couleur, depuis la nuance la plus faible jusqu'à la nuance la plus forte. Le nombre total des pierres utilisées nécessaires à l'exécution d'une œuvre chromolithographique dépendait en fait du nombre de tons de la composition originale et pouvait s'élever au-delà de 20. Quelques années plus tard, un Français, Louis Ducos de Oron, développait pour sa part l'héliochromie. Il s'agissait de traduire les 7 nuances principales de l'échelle spectrale des couleurs en mélangeant les 3 couleurs primitives que sont le bleu, le jaune et le rouge. Et je cite, « Si l'on applique l'une contre l'autre et sur un fond blanc les 3 lames transparentes ou pellicules, colorées l'une en rouge, l'autre en bleu, la troisième en jaune, sur chacune desquelles la matière colorante aura été répartie en épaisseur variable, la superposition de ces 3 couches colorées, l'adaptation intime et mécanique de l'une à l'autre fait naître l'infinie variété des teintes, y compris toute la gradation du noir au blanc. Et donc là, vous avez un exemple d'héliochrome, la ville d'Agen, par Ducos de Oron. En fait, très rapidement, une polémique va apparaître, va éclater entre Ducos de Oron et Léon Vidal, l'inventeur de la photochromie. Selon Ducos de Oron, Vidal reprochait à son compatriote et concurrent d'utiliser, je cite, des couleurs achetées chez le droguiste. Donc Ducos de Oron se moquait en quelque sorte de Vidal. Alors, il est vrai que Vidal avait un mépris profond pour l'héliochromie, claironnant que ce procédé, en fait, n'avait jamais rien produit d'absolument satisfaisant, car son procédé industriel utiliserait, je cite, des pigments et encres dont la coloration est arbitraire par rapport aux couleurs théoriques du spectre.
Et l'idéal donc pour Vidal était de réaliser des clichés monochromes les plus exacts possibles quant au dessin et au modelé, appelés par la suite à être rehaussés avec des colorations artificielles aussi artistiquement disposées que possible. Dans les faits, Vidal mobilisait deux procédés distincts. Soit il utilisait une série de contre-clichés, à savoir une série de clichés semblables réalisés sur nature, qu'il retouchait à la main en appliquant les couleurs nécessaires. Soit il n'employait qu'un seul cliché en intercalant au tirage des feuilles de papier très minces, colorisées une à une et appelées réserves, en prenant, je cite, la précaution de faire des repérages très exacts et imprimant ensuite séparément chaque couleur. Ainsi, sur le cliché ou sur la réserve destinée au bleu, il masquera tout ce qui, dans l'épreuve positive, ne doit pas contenir de bleu. De même pour le jaune ou encore pour le rouge. Et là, vous avez un exemple du travail à réaliser, donc couleur par couleur, en masquant évidemment tout ce qui ne doit pas être colorisé sur la première plaque dans laquelle on applique une seule couleur, on masque tout ce qui ne doit pas être dans la couleur choisie, etc. etc. Et ensuite, on superpose. Donc, quelle que soit la polémique entre Ducos du Huron et Léon Vidal, la grande différence entre les deux procédés résidait principalement dans le nombre de couleurs appliquées sur la base noir et blanc. 3 pour l'héliochromie contre 4 à 14 pour la photochromie. Donc la qualité artistique de l'illustration en résultant ne s'avérait évidemment pas la même. On a vu l'image d'Ager, c'était un peu faiblotte au niveau des couleurs. On aurait dit que les couleurs étaient un peu passées. Et la photochromie permettait en effet un rendu, à notre sens, bien supérieur, ce qui assura par la suite son succès auprès du grand public. Néanmoins, Vidal ne va pas faire fortune avec son invention, et en fait, il va revendre son invention à un industriel suisse, Hans Jacob Schmidt, et qui en fait va permettre le passage du tirage artisanal à une reproduction photochromique industrielle. Et en quelque sorte, Vidal va être spolié, il vend son invention, mais c'est Hans Jacob Schmidt qui va la breveter. Il va la breveter en 1888, et son brevet, il va le céder lui-même à une société zurichoise, Aurel Fuseli Company. Alors, on a le regard porté par Vidal sur ses progrès industriels, et le regard porté est positif. Léon Vidal saluait la qualité des travaux de reproduction polychromique, les travaux suisses. Il est jugé remarquable, surtout par le coût peu élevé de leur tirage, dont, je cite, quelques-uns sont vraiment supérieurs à toutes les autres productions analogues. Alors, face à un premier succès rencontré, les directeurs d'Aurel Fusil et compagnie, les frères Wine, Heinrich Pau et Christian, vont créer une filiale destinée au développement désormais international de la photochromie. Et ils vont fonder Photochrome Zurich, devenue par la suite, en décembre 1895, la Photoglobe Zurich, en fusionnant avec une imprimerie, l'imprimerie Schroeder et compagnie. Et 2 ans plus tard, 2 ans avant cette fusion, le catalogue de Photochrome Zurich, il vantait ces feuilles artistiques qui ne cédaient en rien aux aquarelles et qui surpassaient les habituels tableaux à l'huile. Alors, tous les photochromes publiés par la suite vont avoir un numéro d'enregistrement. Donc là, vous avez, par exemple, je vous ai mis en zoom, un PZ, un photochrome donc de Polychrome Zurich, on sait que c'est un photochrome, et il a un numéro. Donc on a des inventaires, et il doit bien exister des catalogues des 30 000 qui ont été publiés par PZ. Et vous avez là un exemple, donc le château d'Henri II de Bavière. Ma foi, c'est assez réussi. On le verra, tout ne sera pas réussi, mais bon. Je montre plutôt des photochromes beaux et quelques pas beaux du tout, mais plutôt vers la conclusion. Alors, le développement industriel et international va se poursuivre. Déjà,
les Suisses, hein, PZ, vont avoir un deal en quelque sorte, va écouler sa marchandise sur les bateaux de luxe de la compagnie allemande Nordschle Lloyd. Et celle-ci, à l'époque, se consacrait au transport des classes privilégiées, tant vers l'Amérique qu'en mer Méditerranée, dans le cadre de croisières de luxe hivernales en direction de l'Égypte. Hein. Donc, on passait l'hiver en visitant le bassin Méditerranée et plutôt en direction de l'Égypte. Donc là, vous avez un extrait du bulletin de la Norddeutscher Lloyd de Bremen de 1906. L'hiver et son âpre cortège, la bise, la neige, la pluie ont pris possession des terres du Nord, tandis que le soleil rieur inonde de ses rayons vivifiants les rives enchanteresses de la Méditerranée. Aussi, le nombre de ceux qui, d'après le mot d'Alphonse Karr, vont escamoter l'hiver en émigrant vers le sud, deviennent-ils légion. Il faut reconnaître que le confort et la rapidité des moyens de transport ont singulièrement aidé à ces fuites en Égypte, qui se produisent dès le commencement de novembre. La Côte d'Azur ne suffit plus à la curiosité du touriste. C'est au bord du Nil qui va maintenant établir ses quartiers d'hiver, et c'est ainsi que la Norddeutscher Lloyd a été amenée à créer, depuis l'année dernière, ce service hebdomadaire de luxe entre Marseille et Alexandrie, avec escale à Naples, et qui met la terre des pharaons à 5 jours de Marseille. Donc, en quelque sorte, les photochromes vont faire office de souvenirs, de vacances. Et nous avons, par exemple, j'en ai trouvé dans des fonds de Gallica, tel cet album de voyage de monsieur et madame Poincaré, hein, donc grande figure politique. Ensuite, il y a le mathématicien, mais aussi l'homme politique. En Suisse, en Italie, dans les Balkans, en 1900-1901. Donc, Gallica a numérisé les albums. Et donc, on trouve au milieu de cartes postales, au milieu on va voir, hein, au milieu de photos en noir et blanc, on trouve donc des polychromes qui ont été insérés au milieu de l'album. Voilà l'exemple d'une page, hein, de Pont de Mostar, et c'est un polychrome, et nous avons une vallée peut-être serbe à côté de photos en noir et blanc et de cartes postales, un peu de factures naïves. Autre exemple, toujours pareil, dans les fonds de Gallica, hein, alors un album, on ne connaît pas le propriétaire, donc vue de France et de Grande-Bretagne, donc on a un inventaire de ce qu'on trouve dans le bel album, hein. Donc ça c'était des albums qui étaient appelés à être feuilletés, hein, donc on les garnissait, c'est un album qui est destiné, le dimanche on prenait le café, le thé, et les albums étaient montrés aux amis, aux parents, etc. C'était pas des photos qu'on gardait pour soi. Et donc là vous avez quelqu'un qui est allé à l'exposition de Paris en 1889, mais qui s'est baladé aussi en Allemagne, dans les États germaniques, à Koblenz, et il ramène, pour Francfort, un photochrome, hein, qu'il a acheté. Alors évidemment, la grande difficulté, c'est que il faut des photos. Il faut des photos en noir et blanc. Et donc, comment alimenter ce fonds, hein, de photographie en noir et blanc d'intérêt à traiter ensuite, et à coloriser par la suite. Alors, au départ, les premiers photochromes, c'est la Suisse. Hein, PZ va acheter, hein, de nombreuses photographies à des photographes suisses. Hein, et c'est pour ça qu'on trouve dans les premiers photochromes énormément de thèmes paysagers suisses, Chillon, l'Anglandine, Saint-Maurice, l'Oberland bernois, le glacier de Gletscher, etc., etc. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent, on ignore qui est le photographe. La plupart du temps, on ignore qui est le photographe. Et il faut chercher. Et on est très content qu'on tombe sur l'original en noir et blanc. Donc là, j'étais content de trouver, là je peux dire que, voilà, j'ai trouvé ce massif de l'Engadine, qui est une photographie en noir et blanc de Güler, et j'ai le photochrome, hein, à l'identique. Et là, vous voyez un intérêt du photochrome, je remets, c'est qu'on peut intégrer des personnages. Lui, il a été intégré, hein, hop. Hein, il a été entièrement intégré. Alors là, ça se passe bien. Parfois, ça se passe moins bien. On le verra dans la conclusion, dans les flops. Donc, la plupart du temps, les auteurs des photos en noir et blanc, qui devaient être de qualité, hein, qu'on allait travailler, demeurent inconnus. Là, un glacier encore de Güler,
copie négative Fonds américain, Library of Congress, et la même photographie colorisée en photochrome, sans que l'auteur ne soit mentionné. Donc voilà la PZ 1891. Je continue toujours dans l'eau Engadine, qui va donner lieu à de nombreux photochromes. Là, c'est une belle photographie de ce photographe suisse, Romédo Guller, qui va fournir abondamment. Et puis d'autres pour laquelle j'ignore qui est l'auteur de la photo noir et blanc qui a donné quand même ce beau massif. Donc là, toujours Guller, Saint-Maurice. Encore une photo de Guller, quand même très belle. Elle est quand même très très belle. Le rendu des couleurs est particulièrement réussi avec l'ombre portée et les teintes. On imagine un soleil un peu pâle. Alors oui, le ciel est peut-être un peu trop vif, mais c'est quand même pas mal. C'est pas le ciel d'Alger, évidemment, il est un peu plus tendre, mais quand même. Superbe, enfin. Ça donne encore mieux sur mon ordinateur. Dans les Alpes valaisannes, là on imagine bien un jour de neige, un plafond très bas, un peu comme aujourd'hui, guerre de luminosité, et un chalet dans les Grisons, très bien rendu. Très très bien rendu. Là, on se rend compte, là, bon, on sait que c'est un photochrome, parce que là, les photographies sont un peu plus pétards, évidemment, mais bon, moins réussi que celle d'avant. Et là, nous avons une scène suisse, encore une fois, et on trait une vache en altitude. Donc, évidemment, on ne pouvait pas se cantonner uniquement aux seules vues suisses. Il y avait peut-être un marché, mais bon, il fallait ouvrir, il fallait trouver donc des photos. Et c'est pourquoi Photochrome Zurich va envoyer des photographes. Il va les envoyer en reporter aux quatre coins de la planète, du Spitzberg à Nouvelle-Zélande, afin de ramener, je cite le travail de Weber, des images de paysages dignes d'intérêt. Et donc, le catalogue va s'enrichir en images. Désormais, on retrouve de nombreux photochromes sur la Scandinavie, la Russie, la Syrie, les Indes. Mais, intéressant, lorsqu'on interroge la base Library of Congress, qui met à disposition le plus grand nombre de photochromes à ce jour, il y a des manques. On verra que d'autres firmes vont s'insérer là-dedans. L'Amérique du Sud est peu traitée, le Japon est peu traité. Moi, je travaille toujours, j'ai un grand intérêt pour les ex-pays de l'Indochine. Rien, mais rien de rien. L'Afrique n'est pas traitée, hormis le Maghreb et l'Égypte, et là, amplement, et on en reparlera. Donc, pour alimenter, ils achètent carrément des fonds entiers. Donc, Photochrome Zurich va acheter la société Aurel Fusil et compagnie. Et celle-ci avait dans son fonds un grand nombre de négatifs du studio Bonfils à Beyrouth. Alors, Félix Bonfils, vraiment c'est un photographe important, qui va s'installer au début des années 1860 à Beyrouth, ou avec femme et enfants, et il va pratiquer la photographie, ça va fonctionner pour lui. Il va déployer une très grande activité avec un catalogue important. En 1870, on mentionne plus de 15 000 tirages consacrés à l'Égypte, à la Palestine, à la Syrie, à la Grèce. Et à partir de 1876, il va même explorer Constantinople, donc la Turquie. Donc là, vous avez un exemple de photo Bonfils, statue Colosse ou Memphis, une charrette transportant des enfants arabes de mon fils. J'étais content de la trouver parce que je connaissais le photochrome et donc j'étais heureux d'avoir la photo en noir et blanc. Et là, ça pose une question sur l'art du coloriste. Lorsque je suis chez Photochrome à Zurich, que j'ai quelqu'un de l'art qui applique les couleurs sur un paysage suisse, il a la représentation en tête. Il connaît ses glaciers, il connaît la couleur du ciel, les ambiances, etc. Là, j'ai un homme de l'art qui colorise une photo, donc une photo en noir et blanc d'enfants, une charrette et un âne, pris qui a Beyrouth, qui a Damas, et il propose des couleurs.
Et ça pose la question, j'ai pas la réponse, hein. Comment il fait? Comment il fait? Comment il s'inspire? Est-ce que c'est de la fréquentation des peintres ou que sais-je qu'il revient avec une composition, hein, et des couleurs qui sont assez à droite. Celle-là, elle est bien aussi. Hein, photo de Bonfils, donc femme musulmane syrienne à Beyrouth, en noir et blanc d'une part, et de l'autre côté, colorisée. C'est presque japonisant au niveau des tintins. Oui, oui. En noir et blanc est un peu flou, elle est mieux en couleur, c'est vrai. Donc là, vous avez une belle... Enfin, encore que la projection n'est pas extraordinaire, mais les couleurs sont un peu mieux sur mon ordinateur. Mais bon, une rue de Constantinople, de Bonfils, toujours Bonfils, à Palestine, hein, donc un paysan de Palestine, etc. Donc après ce premier achat, PZ continue, à acheter même des fonds entiers. Hein. Là, 4000 négatifs du studio concurrent Schroeder et compagnie en 1895, et ils vont utiliser ces négatifs. Là, c'est sur les thématiques Égypte. Donc voilà les photos du concurrent. Hein. Donc n'oubliez pas, on les vend à des touristes, et l'Égypte est l'une des grandes destinations de l'époque. Et après, on va les coloriser. Plus ou moins celle-là est un peu criarde, celle-là est plus intéressante. Hein. Donc, alors là, on peut savoir si c'est Schroeder qui est l'auteur. Bon, bref, compliqué de repérer les auteurs des clichés originels. Quoi qu'il en soit, on sait, enfin ceux qui ont travaillé de façon plus poussée, ces fonds ont quand même repéré la trace de nombreux achats de négatifs. Et en fait, PZ, Photochrome Zurich, avait près de 200 fournisseurs indépendants qui alimentaient en photographie noir et blanc, et les plus grands studios de l'époque, et Henri Beck à Athènes, Fruiterman à Constantinople, Champagne, on y reviendra, à Paris, et pour Alger, les frères Jules Ernaud, Wollensweider. Donc là, vous avez quelques idées des travaux, des réalisations de ces photographes, qui vont donc ensuite vendre leurs clichés à Photochrome Zurich, donc Henri Beck, avec des photos. Là on est on est en Grèce, hein, Athènes, voilà. Donc autre cliché d'un site grec. Max Fruiterman va plutôt, j'ai pas la photo de l'auteur, mais il va plutôt vendre des photos dédiées à Constantinople, mais il n'est pas le seul à travailler sur la Turquie. Vous avez donc Guillaume Berggren, qui est une des grandes figures de la photographie de ces temps-là, et qui va former énormément de photographes turcs dans ce tournant du XXe siècle. Et donc, on trouve de nombreux photochromes, évidemment, sur Constantinople, ici Sainte-Sophie, ou même là, ce sont des Français, hein, Champagne, hein, qui étaient parisiens. Lui, dans Bonn, à Nabat, hein, actuel, là, c'est le port de Bonn. Hein, on ne voit pas la basilique Saint-Augustin qui est plus sur la gauche, mais là, donc, une vue du port de Bonn depuis l'arrivée, hein, depuis la mer. Et les frères Wollensweider, hein, qui travaillaient à Alger, et qui vont faire ici des photos de la Casbah, évidemment, mais pas que, mais aussi, on va dire, des indigènes. Donc la version en noir et blanc. Alors celle-ci, pour l'anecdote, je l'ai trouvée aussi dans un autre album que j'avais dans ma bibliothèque de panorama. Ça se vendait beaucoup au tournant du XXe siècle, et j'avais la photo reproduite en noir et blanc dans mon album. Et autre vue, à peine un début de colorisation. Là, mais c'est une carte postale, hein, où quelqu'un s'est amusé à coloriser les chèches. Voilà. Donc, il y a de la concurrence. Il y a quand même de la concurrence. Et ça interroge. Ça interroge parce qu'il y a quand même un brevet. Alors, Photochrome Zurich a investi sur un brevet. Et le fait qu'on retrouve aussi des photochromes non estampillés PZ questionne. En fait, lorsque moi j'y avais posé
pour hypothèse qu'il était alors difficile, en se tournant du 19e siècle, difficile de faire condamner des éditeurs indélicats qui utiliseraient en quelque sorte le procédé sans payer des droits à PZ. Et en effet, j'en ai eu confirmation, parce qu'on trouve, en cherchant, encore une fois, dans les fonds numérisés, langue gallica, j'ai trouvé l'écho d'un procès entre PZ et les éditions Bong. Alors, les éditions Bong, sont des éditeurs de livres de grand intérêt, plutôt des livres d'art. Ils ont même publié une très belle géographie universelle en 5 tomes qui avait été dirigée par Onésime Reclus. Et c'est une maison d'éditeurs qui a été un peu éphémère, à savoir qu'entre 1900 et 1914, la guerre de 14, comme ils avaient une antenne, c'était des franco-allemands, la guerre de 14 a fait interrompre totalement la maison d'édition. Et Bong avait en douce avait reproduit sans demander, sans payer de droit, des photochromes estampillés PZ dans leurs ouvrages. Évidemment, procès, et on a même la plaidoirie de l'avocat de l'éditeur. Alors, l'avocat de l'éditeur, il a essayé en vain de faire reconnaître à la bonne foi de son client, arguant du fait que son client s'était procuré des chromolithographies en Allemagne sans savoir d'où elles provenaient et sans la possibilité de rechercher si elles étaient protégées. Alors évidemment, l'avocat de la partie adverse, c'était facile de démontrer que l'argumentaire ne tenait pas parce que toutes les images reproduites portaient un numéro d'enregistrement complété des initiales PZ. Donc voilà, c'était impossible de faire croire que l'éditeur ne savait pas que ces images étaient protégées. Et boum, donc c'est une des rares fois où l'éditeur Bong a été condamné aux dépens de la maison PZ. Mais n'empêche qu'on trouve quand même des petits éditeurs, notamment français, qui éditent et qui réalisent des photochromes. Donc là, vous avez les frères Albert et Édouard Hautecoeur, qui sont éditeurs d'estampes de photographie à Paris. Et donc voilà un exemple, donc l'abbé de Nice, l'habit des anges. Vous avez Champagne, qui est éditeur de photochromes aussi sur la France, et les quais de Bordeaux. Il avait aussi dans son catalogue des photochromes sur l'Italie, sur le Maghreb, intéressant, et Kérouan, donc la grande ville religieuse de Kérouan, même si elle a plus le faste qu'elle avait au XIIe siècle, c'est quand même un lieu très intéressant. Et vous avez un autre éditeur, moi, je suis venu au photochrome par les productions de Louis, je crois qu'il s'appelait Louis Boulanger, qui était un éditeur parisien, et puis il avait commencé en publiant des ouvrages patriotiques, comme ça se vendait bien les ouvrages patriotiques, et notamment en prix de fin d'année, premier prix de grand-mère, etc. Donc il y avait vraiment un créneau là-dessus. Donc il avait fondé une revue pour la jeunesse, une revue de voyage dans la lignée un peu du journal des voyages, sauf que ça a mal terminé. Il n'a pas fait fortune avec ça, pour que le journal des voyages a duré plus longtemps. Et surtout, voilà, il a édité Autour du monde. Et donc là, vous avez des photochromes en format à l'italienne, et moi, j'avais acheté des fascicules, cela, il y a longtemps. Et en fait, on a, en tout et pour tout, 76 fascicules différents, consacrés à près de 60 pays ou régions différentes, et surtout, Boulanger a édité des photochromes de pays et d'espaces géographiques peu traités par PZ. Donc, par exemple... Bon, là, c'était le fascicule sur l'Espagne, mais par exemple, il va publier plusieurs fascicules sur l'Indochine, notamment sur le Tonkin. Donc, aussi on va voir sur le Brésil, sur la Guyane. Il y a 2 fascicules sur la Guyane qui ne sont pas exceptionnels, mais bon, passons. Donc, une grande diversité. Et là, sur le Tonkin, j'ai pu retrouver, mais j'ai aucun mérite, parce que lui, Boulanger, il indiquait l'auteur de la photographie en noir et blanc de départ.
Donc après, c'était facile de comparer. Bon. Et donc, par exemple, on sait qui sont les auteurs des photographies sur le Tonkin, et notamment le docteur Charles-Édouard Ocard, qui est l'auteur du noir et blanc, de la décapitation, parce qu'il y a des photochromes qui sont un peu rugueux. C'est un grand classique, hein, la vie de mise à mort au Tonkin, on retrouve ailleurs. Hein. Donc, on sait qui a pris la photo, hein, tout simplement. Donc, vous avez cette belle du casino flottant, hein, ce beau photochrome. Dans les fascicules de Boulanger, il a utilisé les photos d'un franco-brésilien, Marc Ferrez, qui est installé à Rio de Janeiro. Et lui aussi, c'est une très grande figure. Hein. Marc Ferrez, vous trouvez beaucoup de choses publiées au Brésil, hein, sur cet artiste, entre guillemets, et, alors qu'il est complètement inconnu en France. Hein. Donc là, vous avez une vue je crois, de Rio, et vous avez, ça c'est intéressant, le chemin du Corcovado, on est en train de le construire, et donc vous avez déjà le cheminement du petit train à crémaillère qui monte, et qui monte toujours au Corcovado. De Ferrez, l'ancien palais de Don Pedro Sao Cristóbal, et là j'ai l'original en noir et blanc, et j'ai le photochrome assez adroitement colorisé. Ou encore, et ça c'est intéressant, je suis à Rio, et Rio évidemment était une ville très marquée par l'esclavage. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu attendre la fin du règne de Pedro II en 1888 pour que l'esclavage soit aboli au Brésil. Hein, il ne restait plus que Cuba après, dans la région, pour ne pas avoir aboli l'esclavage. Et Pedro II, juste avant de partir, d'être contraint et forcé d'abandonner son trône, son empire, a aboli l'esclavage. Et donc Rio est toujours actuellement en train de redécouvrir cette histoire, notamment à travers des fouilles archéologiques. Et bon, si vous cherchez, vous trouvez des choses actuellement. Et donc là, marchand de fruits à Rio, c'est pas spécialement la composition qu'on aurait imaginée, hein, par exemple. La Turquie, hein. Là, on trouve, édité par Boulanger, des photos d'un photographe célèbre, Pascal Seba. Hein, c'est un Français d'origine syrienne. Donc, Seba va obtenir de multiples prix internationaux dans les expositions universelles de Philadelphie en 77, de Paris en 78. Il va fonder un studio au Caire, et donc il va faire des clichés dans toute cette région, hein, de ce bassin méditerranéen. Donc là, vous avez une belle photo assez émouvante de Smyrne. Pourquoi émouvant? Parce que Smyrne, que vous avez là, n'existe plus. La ville a brûlé, complètement brûlé, à 90% en 1920, à la fin de la guerre entre la Grèce et la Turquie. Hein, on oublie cet épisode. Enfin, Français, on nous en parle jamais, jamais allé au collège, au lycée, à l'université non plus. Mais la guerre entre les Grecs et les Turcs, c'est le départ d'1 million de Grecs, hein, de toute l'Anatolie, hein, et de toutes ces villes, hein, qui étaient à très forte, où la population grecque était en nombre, hein, dans tout ce pourtour méditerranéen. Et ça nous explique que un siècle plus tard, les relations ont plus que tendues, toujours très très tendues, entre la Grèce et la Turquie, à savoir que vous avez les îlots grecs qui sont à 5 km de la côte turque, et c'est le produit de cette histoire. Et Smyrne a été entièrement brûlée. Elle a brûlé pendant 4-5 jours. Donc là, on se croirait sur des quais d'un ancien comptoir génois, donc, qui rappelle presque Venise ou autre. Et donc là, vous avez la photo de ces bagues colorisées. Là, ce cliché-là, on le connaît parce qu'il a été vendu en décembre 2015 lors d'une vente à Berlin. Donc voilà la photo originelle. Et voilà la colorisation. Et là aussi, c'est intéressant. Le tarbouche est rouge. Enfin bon, il a fallu proposer des couleurs.
Ah, et ça, moi, ça m'interroge toujours. Mais Ça ils font par rapport au gris, aux nuances de gris. Oui, mais quand même, oui, mais j'en sais rien comment ils font. Hein. Il faut savoir que le dernier qui avait la technique qu'on aurait pu interroger est mort en 2008. Je spoil ma conclusion ou presque. Donc on ne sait pas. On n'a pas d'écrits spéciaux. Hein. Et ça c'est intéressant, Boulanger, les studios Ali Marie Frères, ça existe toujours. Hein. Le studio existe toujours. Et il y avait un musée qui est consacré aux frères Alinari, hein, à Firenze, qui est la ville d'origine, hein, le Museo Nazionale Alinari de la photographie, et qui rend hommage à ce studio historique et qui existe toujours. Alors, je ne pouvais pas quand même terminer sans faire un peu de localisme, qui n'est pas ma grande tasse de thé, qui n'est pas ma grande passion, hein, loin de là. Alors, je suis allé voir, justement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça représente, hein? Qu'est-ce que ça représente, les photochromes dédiés aux Pyrénées? Donc, après une petite recherche, au moins dans les fonds de la Library of Congress, j'ai quand même pu rassembler 80 photochromes. Donc, alors, évidemment, là, une petite analyse basique, hein, qu'est-ce qu'on photographie? Bon, c'est pas surprenant, on les vend aux touristes. Bon, alors, évidemment, Lourdes arrive, hein, donc il y en a au moins 13, hein, au moins dans le catalogue PZ de la Library of Congress. Pour ces alentours, je vais montrer. Hein. Luchon, Cotteret, Biarritz arrive en 1, 2, 3, 4, en 5e position, avec le même nombre de vues que l'Estelle Bétaram. Bagnères de Bigorre, Gavarnie, on verra des choses sympathiques. Bayonne est quasiment pas traité, pas plus que les Aubonnes, ça c'est surprenant. Et après, vous avez les divers, dont certains que je vous montrerai, intéressants. Donc, une que possède aussi notre bibliothèque patrimoniale, hein, une vue du château. En fait, il y en a deux avec un cadrage différent, hein, l'entrée du château. Donc, on est entre 1895 et 1905. Hein, voilà. Un grand classique, hein, cette perspective est plus que connue, d'ailleurs elle est célébrée, hein, si vous allez vous promener dans le parc du château, si vous voulez avoir la même, aucun problème, on vous l'indique, on vous prend par la main, hein, dans le parc pour la mener. Le Gation, avec le boulevard des Pyrénées. Pas surprenant, hein. Là, voilà, vue des Pyrénées aussi, depuis la chaîne des Pyrénées au fond, depuis le boulevard. Une vue intéressante, quoique non révolutionnaire, de perspective depuis Gélos. Hein. Et on regarde donc le Gation, le Parlement et le château. Une vue un peu classique aussi. On pourrait s'amuser à regarder qu'est-ce qui a changé, hein, par rapport en faisant la photo, il faudrait aller chercher par là, mais les premiers plans n'ont guère bougé, hein, Par contre, quelque chose qui a énormément bougé, voilà, ça c'est impressionnant, hein, vu depuis Gélos, mais depuis le premier coteau, hein, les hauts de Gandalos, c'est spectaculaire, hein, mais c'est spectaculaire. Là, vous avez la ligne de chemin de fer. Elle est là, la ligne de chemin de fer, et puis voilà, quelques maisons et les jardins. Là, c'est une vue qui moi, m'a plus qu'intéressé, évidemment. Elle est précieuse. Alors, évidemment, Gavarnie, hein, il y a plusieurs cadrages intéressants. Le lac de Gobes, hein, bien sûr, hein, qui est assez joli. Encore une fois, on perd un peu en qualité. Hein, elle est de plus belle qualité. Luchon, la vallée d'eau, hein, intéressant. Je voulais savoir, je ne suis pas allé vérifier, hein, si ce petit pont existe toujours. C'est intéressant. Bon, s'il existe, on va le trouver. Surtout qu'il y a un calvaire. Là, d'habitude, les calvaires, on les a très peu démontés. Donc, a priori, s'il existe, on devrait pouvoir le trouver. Je ne suis pas allé voir. Intéressant, Bagnères de Bigorre, le casino, avec un personnage, hein, un canotier devant, ça pourrait être Paul-Jean Toulette, hein, il aurait le look. Voilà, qui regarde le parc. Luchon, la buvette du Pré, hein, intéressant pour prendre les eaux. On a cherché un peu pour trouver où c'était celle-là. J'ai interrogé d'autres personnes. Moins réussi parce que mal colorisé, un peu artificiel, cascade du pont d'Espagne.
qui est pas vraiment très belle, lorsqu'on la regarde en détail. Une vue qui m'a vraiment intéressé, je me suis dit, mais qui allait acheter une vue de Gabas? Une vue de Gabas, en 1905. Une vue de Gabas, alors là, vous avez le village, on serait au niveau de, je pense, du chalet, du CAF, actuellement. Hein, et donc, vous avez l'entrée, le virage, là, et puis l'entrée, il n'y a rien. C'est assez spectaculaire. La maison existe toujours là, sauf en face, il y a autre chose, hein, maintenant. Une vue de Gabas en descendant de Fabrège. Il fallait le vendre, celle-là, je ne sais pas. C'était pas gagné, c'était pas gagné. Le pont d'Orthez, évidemment, évidemment. C'est la seule sur Orthez, il n'y a pas la tour. Une belle vue de Saint-Jean-de-Luz. Alors, on l'a peut-être rajouté, la Dame à l'ombrelle, mais c'est la plus belle enfin, à mon sens, c'est celle qui a. Enfin, esthétiquement, parmi les plus réussis pour les Pyrénées. Elle est assez charmante. Il y a peu de personnages, mais c'est... Ouais, 5% des PZ portent un personnage, pas plus. Donc il y a peu de personnages. Alors est-ce qu'on l'a rajouté comme le gars et son canotier dans le parc du casino? Peut-être. Mais si ça a été fait, ça a été bien fait. Ça n'a pas bougé, le fort de Sokoa, qui existe toujours évidemment. Là où on pourrait vraiment s'amuser à voir la différence, c'est la plage, la grande plage de Biarritz. Il y avait aussi, j'aurais pu vous mettre le Rocher de la Vierge. Biarritz a été correctement traité, mais je pensais plus quand même qu'elle allait donner lieu à plus de photographies. Bayonne devait pas être une ville vraiment un grand attrait touristique à cette époque-là, parce que je n'ai retrouvé que 3 PZ sur Bayonne, dont cette rue du Port-Neuf, qui monte à la cathédrale, qui n'a pas bougé, les arcades sont toujours là, c'est intemporel. Et puis pour terminer sur ce choix personnel des photochromes dédiés à la zone pyrénéenne, cette vue champêtre avec devant 2 blondes des Pyrénées, donc une race de vache qui a disparu. Alors on a recréé la béarnaise, mais c'est les cousines des voilà. Il y a une race locale qu'on a réinscrite, la race béarnaise. Les Basques sont en train de recréer, de réintroduire la Pyrénéica qui vient du pays basque sud. Et là vous avez ce qu'on appelait des blondes des Pyrénées, et rameau qui a disparu avec la création de la blonde de l'Aquitaine dans les années 1960, où on a rassemblé différentes races pour créer quelque chose de nouveau, la blonde d'Aquitaine. Élément de conclusion. Alors évidemment, l'invention des frères Lumière a tué le photochrome. C'est pour ça qu'il y en a très peu. 30 000 sujets PZ, plus tous les pirates des petits éditeurs, et qui n'avaient pas la même puissance d'édition. Un boulanger, c'est 800 en plus. Donc, bon. Donc, évidemment, le coût aussi, le coût de la réalisation, appliqué 14 couleurs, en masquant, etc., il fallait un savoir-faire extraordinaire. Et du temps. Donc, le coût, j'en reparlerai. Parce que j'ai évolué par rapport à notre dernière rencontre. Alors, vos fonds patrimoniaux ont des photochromes et un album. Un album Photoglobe Zurich. Et dedans, il y avait écrit, je ne sais pas, mais enfin, au format du photochrome. Et il y avait marqué 1,15 franc. 1,15 franc. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, il faudra que je cherche pour savoir à l'époque. Moi, j'étais sur autre chose, savoir qu'est-ce que ça représente. Mais ça y est, je peux faire une comparaison. À savoir que les photochromes, les fascicules de boulanger qui en contenaient 12 à 15, ça valait 60 centimes le fascicule. Vous en aviez 12. Bon. Alors, c'était, lorsque j'avais fait ce travail-là, j'écrivais, c'est un prix relativement élevé, 60 centimes les 12 photochromes. Parce qu'à l'époque, ça représentait 4 hebdomadaires tels que le journal Les Voyages. Donc ça représenterait 4 revues, Géo, je sais pas quoi, voilà, 60 centimes. Sauf que le photochrome, c'est le double. Un exemplaire valait 1,15 franc, c'était bien ce qu'il y avait marqué sur l'album. Donc ça a un coût important.
Hein, ce serait l'équivalent, eh ben, allons-y, hein, 4 fois 6, ben, oui, 30 euros. Pour une photo. Pour un photochrome, 30 euros. Mais il a fallu combien de temps pour le faire? Ah oui, non, mais ça, je ne suis pas en train de calculer si c'était rentable ou pas. Une chose est sûre, c'est que un photochrome, ça a coûté l'équivalent de 30 euros, donc on met le prix. Hein, pour l'acheter. Hein. Bon, d'ailleurs, qui faisait du tourisme, qui allait en Égypte, qui allait se passionner par la Syrie, pas les pauvres airs, hein, ou pour Constantinople, évidemment. Mais ça a un coût. Et c'est pour ça que, ma foi, c'est relativement rare. C'est rare parce que ça a duré, l'âge d'or a été très court, hein, 15 ans, et c'est rare aussi parce que ça avait un coût élevé. Donc il y avait des albums, hein, ça peut être l'album Panini de l'époque. On pouvait remplir, ou on pouvait les acheter une à une, comme ceux qu'on a vus garnir les albums de famille, les albums bourgeois de famille. Et on pouvait les faire sur n'importe quelle photo noir et blanc? Oui, mais faut-elle qu'elle soit de qualité et d'intérêt. Ouais, parce qu'encore une fois, il fallait les transformer. Alors, là, ce qui est triste, c'est que le dernier qui dominait le procédé est décédé en 2008. Hein, voilà. Dans son atelier zurichois, Peter Kuhn, ce n'est pas son pareil pour travailler le bitume de Judée, une pierre photosensible. Il exposait la lumière, il en faisait de savantes impressions sans trame et retouchait l'image au pinceau. L'opération pouvait prendre plusieurs semaines. Alors, ça a duré quand même, vous me direz, l'âge d'or se termine en 1905-1910, et pour toi ça continue parce qu'on a continué à faire du photochrome à travers l'édition de cartes postales. Alors, elles ne sont pas très belles, évidemment. On ne devait pas apporter la même minutie sur une carte postale qui devait être, évidemment, moins chère. Par contre, les cartes postales, ça, il n'y a aucun problème pour en collectionner. L'âge d'or, c'est le tournant du 19e siècle. Alors là, vous en avez en quantité. Alors, tout n'est pas beau. J'ai mis plutôt des photochromes qui étaient plutôt assez réussis. Là, encore une scène suisse, le lac est complètement bleu pétard. Alors qu'on pouvait faire mieux avec ce lac de Luzerne où l'arrière-plan est mieux réussi, le bleu est un peu moins cru que celui-là, quoi. Quand même. Il y a des choses épouvantables. On a rajouté toujours une vue suisse, Genève. On est allé me rajouter les deux vapeurs là au milieu. On voit que ça. Un photochrome local qui est très laid. J'ai pas fait exprès. Hein. La basilique de Lourdes. Oh là là, le gave de peau derrière, c'est une horreur. On ne voit que ça, quoi. On voit que le putsch, les traces bleues, moche, quoi. Il y avait des photochromes. Hein? On voit moins bien mais parce que là que sur d'autres. mais parce que là la perspective est telle qu'elle est comme ça. J'aurais pu vous en donner d'autres de Lourdes, 13. Je les ai, je les ai gardés, mais où on voit le relief. Hein. Mais celle-là est particulièrement laide. Les photochromes, je ne sais pas si c'est le destin. Celle qui était dédiée à l'Estelle Bétaram, ils n'étaient pas très réussis non plus. Pour terminer, voilà, celle-là par contre est très très belle. Vous avez ces fonds extraordinaires, ces photos réalisées par William Henry Jackson, ces photos d'Indiens. Donc ce sont des clichés qui ont été réalisés entre 1905 et 1900 et 1915 en noir et blanc. Là, vous avez un essai c'est pas plus qu'un essai, un photochrome colorisé, et c'est splendide. La réalisation est finale et superbe. Et voilà ce que je voulais vous dire.